Il était 9h42 du matin quand j'ai su que ma carrière s'arrêtait. Moins de 3 minutes pour 19 ans de travail. C'est drôle comment le cerveau humain fonctionne dans ces moments-là. Vous écoutez quelqu'un parler, et en même temps, vous écoutez un film de votre vie qui joue en arrière-plan. Je voyais le bureau d'Isabelle Marchand, la nouvelle PDG, avec ses murs en béton apparent et son affiche minimaliste de start-up parisienne encadrée en verre noir. La table de son bureau était blanche, épurée, vide, comme si aucune vie ne s'y était jamais déroulée. Sur le coin droit, 3 objets alignés. Un stylo Montblanc noir, une tablette, un téléphone en titane. C'était le bureau de quelqu'un qui venait d'arriver. Quelqu'un qui n'avait pas encore laissé d'empreinte. Elle portait un costume Hermès bleu nuit. Je reconnaissais la coupe. J'avais une femme qui achetait chez Hermès depuis 15 ans. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon serré qui tirait sur son front blanc. Son vernis à ongles était rouge grenadine. Ses yeux bleu pâle restaient fixés sur l'écran de son ordinateur, comme si regarder un être humain lui coûtait des calories qu'elle refusait de dépenser. « Votre poste est supprimé, Louis », a-t-elle dit, sans même prendre la peine de prononcer mon prénom correctement. « Mon nom est Laurent. Laurent Garnier, pas Louis. Ce nom-là, je l'ai porté pendant 56 ans. Je l'ai porté à travers les réunions avec les plus grands directeurs financiers de Lyon. Je l'ai porté quand j'ai négocié des contrats d'1 million d'euros. Je l'ai porté quand j'ai signé les documents qui ont sauvé cette compagnie de la faillite, il y a 14 ans, en 2012, pendant la crise financière européenne. Ces jours-là, j'étais au téléphone avec Sébastien Noël quand Henri Aurelius, le fondateur alors à la tête de la compagnie, m'a demandé de me porter personnellement garant d'un emprunt bancaire de 180 000 euros. J'étais assis dans mon bureau à Brotteaux, la maison que j'avais achetée avec Véronique en 2001, avec notre premier enfant à peine âgé de 6 mois. Henri a dit « Laurent, la banque ne nous fera plus crédit sans garantie personnelle. » Je n'ai pas hésité, j'ai signé. Ma maison, celle où j'avais élevé mes 2 enfants, où j'avais dîné avec ma femme pendant 11 ans, pouvait être saisie si les choses s'écoulaient. Mais je savais que ça ne se passerait pas. Pourquoi ? Parce que je ne faisais jamais rien sans connaître chaque issue possible. Les échanges d'actions avaient commencé en 2007, ma 3e année chez Groupe Aurelius Conseil. Henri m'avait appelé dans son bureau, un ancien immeuble rue de Sèze, au cœur de la vieille ville. Il m'avait dit « Tu as les meilleures idées de cette compagnie, mais tu ne fais pas assez d'argent. » Je savais déjà que je ne faisais pas assez d'argent. J'étais directeur de projet senior. Mon bonus annuel était 8 000 euros. Il m'a proposé quelque chose de différent. Plutôt que 15 000 euros de bonus, je recevrais 3% des parts de la compagnie. 3%. Dans un monde parfait, j'aurais dit non. Mais je savais que Groupe Aurelius Conseil allait devenir quelque chose de grand. J'ai accepté. Cette année-là, j'ai aidé à remporter le contrat avec Schneider Electric, notre premier client d'envergure nationale. Les 3% qui valaient à peine 20 000 euros cette année-là, en 2007, allaient bientôt valoir beaucoup plus. En 2010, un associé fondateur nommé Thomas Lemaire a décidé de partir. Il avait 48 ans. Il voulait prendre sa retraite anticipée dans le Luberon. Je lui ai acheté ses 8% pour 120 000 euros. C'était un argent que j'avais épargné depuis 10 ans. Je gardais ces documents dans un tiroir spécifique de mon bureau à Brotteaux. Le 2e tiroir en haut à gauche, dans un dossier rouge avec mon initiale LG écrite à la main. Thomas m'avait serré la main en signant. Il m'avait dit « Laurent, tu vas loin, je le sais. Je suis juste pressé d'y aller seul. » Il y avait 3 enfants chez Thomas qui avaient quelque chose à voir avec cette décision. Une femme qui en avait assez des nuits de réunion. Puis était venue la crise de 2012. Un associé fondateur nommé Rémi Deschamps s'était précipité vers moi un mardi matin en disant qu'il avait accumulé des dettes personnelles importantes, mauvais investissement immobilier dans le centre-ville. Ses 12% d'épargne étaient en jeu. Les banques allaient les saisir. Je n'avais pas les liquidités pour racheter 12%, mais j'avais quelque chose de plus utile. J'avais des relations. Je savais que Sébastien Noël pouvait aider. Je savais que Jean-Claude Tissier, déjà membre du conseil à l'époque, pouvait intéresser. J'ai organisé une vente combinée. J'ai acheté 7%. Je n'avais d'autre choix. Les 5% restants sont allés à Jean-Claude. Rémi s'est senti redevable, parce qu'il l'était. En 2014, Patrick Renard arriva, un investisseur qui cherchait un point d'entrée dans le secteur du conseil.
J'avais organisé son investissement initial. Il avait amené 200 000 € pour un petit pourcentage. En échange, j'ai augmenté mon portefeuille de 2% supplémentaires. Personne ne savait comment les choses étaient réellement structurées. Les documents formels disaient une chose. Mais les documents secrets, ceux que je gardais à Brotteaux, dans mon tiroir spécifique, disaient quelque chose d'autre. En 2018, après que Henri Aurelius ait pris sa retraite, il avait 68 ans, il en avait assez, j'avais 40%. 40%. Et personne ne savait. Pourquoi? Parce que j'avais appris la règle la plus importante de la vie professionnelle. Le vrai pouvoir n'est jamais visible. C'est celui-ci qui est documenté. C'est ce que personne ne pense à vérifier quand quelqu'un de nouveau arrive avec un costume Hermès et des idées de transformation. Restructuration stratégique, a-t-elle continué. Je connais ces termes. Je les utilise moi-même depuis 19 ans. Restructuration signifie quelqu'un qui avait une vision autre vient d'arriver. Stratégique signifie je n'ai aucune idée de pourquoi je le fais, mais cela semble important sur un diaporama. Elle a levé les yeux pour la première fois. Je voyais ses yeux, bleu pâle, chaud, 0 degré. Elle a appuyé sur un bouton de son téléphone gris ultra plat. Sécurité, a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Pendant 19 ans, j'ai attendu quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, mais j'avais toujours su que cela viendrait. On n'accumule pas 40% d'une compagnie en restant simplement assis à attendre les remerciements. On accumule 40% en restant calme quand d'autres paniquent. On l'accumule en acceptant des actions au lieu de bonus pendant les années où la société saignait de l'argent. On l'accumule en rachetant les parts des associés qui partaient, au prix le plus bas possible, avec un sourire et une poignée de main chaleureuse. On l'accumule en comprenant que le vrai pouvoir n'est jamais ce qui est annoncé, c'est ce qui est documenté. C'est ce que personne n'a la curiosité de vérifier. 2 agents de sécurité sont arrivés. Ils avaient probablement 25 ans, l'un et l'autre. Correctement habillés, professionnels. Isabelle leur a fait un geste de la main, comme si elle chassait une mouche. « Monsieur Garnier part », a-t-elle dit. Pas même capable de retenir le bon nom pendant une phrase. Je n'ai pas bougé. Je les ai juste regardés. Je les ai regardés avec l'expression de quelqu'un qui savait quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne savait. Les agents ont hésité. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. Personne ne le savait. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a presque fait rire. Une vraie phrase ressortie d'un manuel de gestion des ressources humaines. Il y a un accord de confidentialité à signer en bas. Merci pour votre participation à Groupe Aurelius Conseil. Ma participation. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur sans hâte. Les agents me suivaient comme si j'étais dangereux. Les portes se sont ouvertes. J'y suis entré. Je tenais un carton avec 2 photos de famille et un stylo que j'aimais bien. Un Mont Blanc avec mon initiale. LG. Dans cet ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans l'acier poli. 56 ans. Cheveux gris qui commençaient à blanchir vraiment. Costume gris Antonio Fusco qui coûtait 1 200 €. Cravate jaune safran. Aucune émotion sur mon visage. Juste la certitude tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer ensuite. Le hall d'entrée du bâtiment. Un immeuble de bureaux moderne sur la place Bellecour, juste à côté de la cathédrale Saint-Jean, construit en 2008 grâce en partie à un capital investissement que j'avais coordonné. Était vide à 9h45. Typique pour un mardi. La plupart des gens étaient déjà à leur bureau, plongés dans ces réunions sans fin qui constituent notre vie. Je pouvais entendre le bruit sourd des voix à travers les murs en verre. Quelqu'un parlait d'un projet de transformation digitale. Quelqu'un d'autre riait. J'ai poussé les portes tournantes et je suis sorti dans l'air. Il faisait bon. Le soleil sortait juste derrière les nuages. Le printemps à Lyon, 18 degrés, l'odeur de la fleur de magnolia en provenance de la place Bellecour. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Une Audi Q5 gris foncé. Elle était propre. J'avais toujours gardé mes choses propres. Je suis arrivé à Brotteaux à 10h15. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée le matin. Le café refroidissait dans ma tasse de cuisine en porcelaine blanche. Véronique était sortie avec les voisins. Je me suis versé un verre de Châteauneuf-du-Pape. Un bon verre. 2010. Je l'ai bu en regardant fixement le parc de la Tête d'Or à travers nos biais vitrés. Les oiseaux volaient. Les gens couraient. Le monde continuait. Puis j'ai appelé Sébastien Noël. Le téléphone a sonné 3 fois. Sébastien répondait toujours à la 3e sonnerie. « Laurent ?» a-t-il dit. Il savait déjà. « Je suis licencié. Par marchand ?»
Isabelle Marchand, la nouvelle PDG. Elle a juste dit que mon poste était supprimé. 3 minutes. 19 ans de travail. 3 minutes. Sébastien respira. Juste une seconde. Puis, sans aucune dramatisation. Tu as les documents? Oui, tous. Dans le tiroir à Brotteaux. Laisse-moi appeler 2 ou 3 personnes. Viens me voir vers 15 heures. Apporte tout. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il allait faire. Je ne lui ai pas demandé si c'était possible. Je ne lui ai pas demandé si cela valait la peine. C'est comme cela que fonctionne la vraie loyauté. Pas de questions, pas de réclamations, juste un calcul instantané de ce qui devait être fait ensuite. À 15 heures, j'étais dans le bureau de Sébastien rue Montesquieu. Les murs étaient en bois sombre, remplis de livres de droit que personne ne lisait plus. Un vieux canapé en cuir marron, une table en chêne massif. Les choses des avocats qui connaissaient leur valeur. Sébastien m'attendait. Il portait les mêmes lunettes qu'il avait portées depuis 15 ans. Des montures en tore simple. Ses cheveux avaient blanchi. Mais son expression n'avait pas changé. « Montre-moi », a dit Sébastien. J'ai ouvert ma serviette. J'ai sorti les documents. Contrat de participation, relevé de compte, correspondance avec Henri Aurelius, correspondance avec les anciens PDG, registre d'actionnaires officiels, tous correctement classés dans des chemises grises, tous originaux, pas de copie. Je ne faisais jamais de copie. Sébastien a lu lentement, pendant peut-être 50 minutes. Il n'y avait pas de bruit, sauf le bruit sourd de la circulation dehors, rue Montesquieu. Le tic-tac d'une horloge de bureau. Finalement, il a enlevé ses lunettes et s'est appuyé dans son fauteuil. « Tu détiens 40%, a-t-il dit. Pas une question. Exactement 40%. 3% depuis 2007. 8% racheté à Thomas en 2010. 7% en 2012. 2% en 2014. 20% racheté à des petits associés entre 2015 et 2017. Tout documenté, tout légal. Personne d'autre ne le sait? Non. Les enregistrements officiels disent que j'ai 15%. La connaissance est concentrée dans ces documents. Sébastien a souri. Juste un petit sourire. Le sourire d'un homme qui vient de comprendre que quelque chose qui ressemblait à une catastrophe n'en était pas une. C'était un changement d'échiquier complet. Isabelle Marchand a commis une erreur, a-t-il dit. Puis, plus fort. Plusieurs. Plusieurs, ai-je confirmé. Sébastien s'est penché en avant. Elle t'a viré sans consulter le conseil d'administration? Apparemment. Elle était la nouvelle PDG. Elle pensait qu'elle pouvait juste le faire. Sans vérifier le statut de l'accord d'actionnaire fondateur? Elle n'avait aucune idée que j'existais vraiment. Sébastien mit ses lunettes à nouveau. Voici ce que je vais faire. Je vais appeler 3 personnes. Jean-Claude Tissier. Je le connais depuis 17 ans. Sophie Renaud. Je lui ai fait passer son examen du barreau. Philippe Martin. Il m'a aidé dans un cas difficile en 2008. Je vais leur dire que leur PDG vient de commettre une violation majeure de l'accord d'actionnaire. Je vais dire qu'il y a un actionnaire majeur qui aimerait discuter de la situation demain matin. Je ne vais rien dire de plus. Ensuite, les avocats de la société font le reste. J'ai hoché la tête. Je savais que Sébastien ferait exactement cela. Plus quelques appels stratégiques à d'autres conseillers. Peut-être un coup de téléphone à l'un des anciens associés pour s'assurer que le message était clair. Sébastien savait comment jouer le jeu aussi. Combien de temps? Ai-je demandé. 48 à 72 heures. Les avocats corporatifs vont s'affoler immédiatement. Le conseil voudra une réunion d'urgence. Isabelle sera convoquée. Je l'ai écouté passer ces 3 appels ce jour-là. Il a été professionnel, discret. Il n'a jamais dit mon nom. Il a juste dit « Un actionnaire majoritaire silencieux voudrait discuter ». Cela suffisait. C'était plus que suffisant. En sortant, je me suis arrêté au Vieux Lyon. J'ai dîné seul. Une côte de bœuf d'un restaurant de la rue Mercière. Le même restaurant où Sébastien et moi mangions toujours. Un verre de côte du Rhône. Le serveur me reconnaissait. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais seul un mardi. Il savait que certains hommes mangent seuls. Il savait aussi que certains hommes avaient des secrets. Ce soir-là, quand je suis rentré à Brotteaux, Véronique m'a regardé avec cette expression que je connaissais depuis 28 ans. L'expression de quelqu'un qui savait que quelque chose s'était passé, mais qui savait aussi que je dirais tout quand je serais prêt. Mercredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. Habitude. 19 ans d'habitude. Je ne pouvais pas m'en débarrasser même si j'avais voulu. J'ai fait le café. Je n'ai pas lu les nouvelles. Je n'ai pas cherché mon nom en ligne. Je savais que ce jour-là, il découvrirait quelque chose.
Et il le ferait en silence d'abord. Des appels surpris, des avocats qui vérifiaient les documents, des conseillers qui passaient leurs appels personnels avant de rentrer à la maison. À 11 heures, Sébastien m'a envoyé un texte. Les avocats corporatifs appellent, ça commence. Je ne lui ai pas répondu. Je savais déjà que ça commençait. Je savais que quelque part dans ce bâtiment sur la place Bellecour, la PDG parcourait des documents qu'elle n'avait jamais lus. Je savais que son téléphone sonnait. Je savais que quelqu'un lui était en train de lui dire, peut-être pas avec ces mots exactement, mais essentiellement, « Vous avez commis une erreur majeure ». Jeudi matin, Sébastien m'a appelé à 7 heures. Réunion du conseil à 9 heures. Urgence absolue. Ils veulent que tu sois là. J'ai reçu un appel officiel de l'avocat général de la compagnie. C'est officiel. Comment le sais-tu? Ils m'ont appelé ce matin. Ils savent tout. Ils veulent la réunion avant que les médias n'en parlent. J'ai mis mon costume gris Antonio Fusco, la même cravate jaune safran. J'ai remarqué que mes mains tremblaient légèrement quand j'ai attaché les manchettes. Pas de peur, juste des vibrations électriques qui disaient « C'est le moment, c'est enfin le moment ». J'ai quitté la maison à 8h30. Le trajet jusqu'au bâtiment était de 15 minutes. Je ne savais pas si je devais me garer dans le parking ou si on me laisserait entrer. En fait, j'étais curieux. Est-ce qu'ils vérifieraient ma carte d'accès? Elle fonctionnerait-elle encore? Vous savez, les petits détails. Les détails qui révèlent ce qui se passe vraiment. La carte a fonctionné. Le bâtiment n'avait rien changé depuis mardi. Les mêmes plantes vertes dans le hall, les mêmes affiches corporatives sur les murs. Le même bruit sourd d'une compagnie qui travaillait. J'étais un fantôme qui rentrait dans son ancien bureau. Personne ne savait quoi faire. Certains des nouveaux consultants m'ignoraient. Certains me saluaient nerveusement. Un jeune homme que j'avais mentorné, Mathieu, m'a dit « Bienvenue, monsieur Garnier ». L'ascenseur, le 9e étage, la porte de la salle de conseil. Je suis arrivé à 8h55. La réunion devait commencer à 9h. Je voulais être assis quand Isabelle entrerait. Je voulais qu'elle me voie d'abord, non en tant que victime attendant à l'extérieur, mais comme quelqu'un qui avait le droit d'être dans cette salle. Peut-être plus de droit que n'importe qui d'autre dans cette pièce. La salle de conseil était exactement comme je la connaissais. La table en acajou massif qui occupait presque tout l'espace. Les 3 larges fenêtres donnant sur la place Bellecour, et au-delà, la cathédrale Saint-Jean avec ses tours romanes. La vue de Lyon. Notre Lyon. 7 visages étaient déjà assis autour de la table, 7 conseillers. Jean-Pierre Fontaine, président du conseil. Il avait 62 ans. Je l'avais fait entrer il y a 15 ans. Il était alors un consultant junior plein de doutes. Je l'avais présenté à Henri Aurelius. Je lui avais enseigné comment négocier. Je lui avais donné sa première grosse opportunité avec Sanofi. Maintenant, il était président du conseil. Il savait que c'était moi qui l'avais mis là. Michel Dumas, conseiller senior. En 2014, Michel avait une dette personnelle de 65 000 €. Un mauvais investissement immobilier dans le centre-ville. Ses créanciers le poursuivaient. Sa réputation était en jeu. J'avais couvert cette dette personnellement. Il savait cela. Il ne m'avait jamais remercié en public, mais il savait. Claire Benoît, plus jeune conseillère, seulement 38 ans. Je l'avais mentorée pendant 8 ans. Je l'avais guidée à travers 3 promotions. Je lui avais appris que le succès n'était pas un accident. C'était une discipline. Patrick Renard, investisseur. C'était moi qui l'avais amené à investir dans la société en 2014. Sans moi, il ne serait jamais venu. 2 autres conseillers avec qui j'avais construit une relation, un par un, au cours de 2 décennies. Quand je suis entré, tous les yeux se sont levés vers moi. Je suis allé directement à la table. Je me suis assis à la chaise que j'avais occupée pendant 19 ans. Personne n'a parlé. Puis, lentement, leurs expressions ont changé. Pas d'hostilité, quelque chose d'autre, de la compréhension, peut-être même de l'admiration. La sorte d'admiration que les gens ressentent quand ils réalisent que quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps vient de faire quelque chose que personne ne voyait venir. Je me suis assis calmement. Je n'ai dit rien. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Sébastien avait fait tout le travail. Maintenant, c'était juste une question de spectacle. Et le spectacle, dans les salles de conseil, c'est tout. À 9 heures exactement, la porte s'est ouverte. Isabelle Marchand est entrée comme elle avait toujours marché, avec l'assurance complète de quelqu'un qui n'avait jamais douté d'elle-même.
Elle portait un costume noir Hermès. Ses cheveux étaient parfaits. Son maquillage était parfait. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Son regard étalé autour de la table. Je voyais le moment exact où elle m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés, juste un instant, avant qu'elle ne les rétrécisse à nouveau. Ses lèvres se sont serrées. Elle a blêmi, littéralement. Son visage a perdu toute couleur. « Qu'est-ce que vous faites là ?» a-t-elle demandé. Sa voix était différente maintenant, moins sûre, plus aiguë, comme si elle avait soudainement réalisé que quelque chose ne jouait pas selon son script. Je n'ai pas me levé, je suis resté assis. J'ai pris une gorgée d'eau de ma tasse, lentement, délibérément. Puis j'ai posé la tasse. Le son du verre qui rencontrait la table était le seul bruit dans la salle. Je suis propriétaire de 40% de cette société, Isabelle, ai-je dit. Mon ton était aussi normal que si je commandais un café. Pas de drame, pas de victoire hollywoodienne, juste une déclaration de fait. Je suis assis à cette table depuis avant que cet immeuble ait un 3e étage. J'étais assis ici quand vous aviez des emplois dans des compagnies que vous ne vous souvenez plus. Je suis assis ici depuis 19 ans. Le silence dans la salle était absolu. Vous pouviez entendre les climatiseurs. Vous pouviez entendre les voitures dans la rue en bas. Vous ne pouviez pas entendre Isabelle Marchand respirer. Jean-Pierre Fontaine a dégusté son café. Sophie Renaud a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Philippe Martin regardait le plafond comme s'il était le plus intéressant du monde. Claire Benoît avait les yeux fixés sur mes mains. Je crois, ai-je continué lentement, que vous devriez reconsidérer votre approche des 3 derniers jours. Vous avez commis une violation majeure de l'accord d'actionnaire fondateur. Vous avez licencié un actionnaire principal sans consultation du conseil. C'est illégal. C'est également très imprudent. Isabelle ne s'est pas assise. Elle était debout dans la porte comme si elle était paralysée. Je voyais les rouages qui tournaient dans sa tête. Je voyais chaque moment où elle comprenait que quelque chose ne correspondait pas à ce qu'on lui avait dit quand elle avait été engagée. Je voyais le moment où elle se rendait compte que personne n'avait vérifié les statuts, que personne n'avait mentionné que 40% étaient entre les mains d'un seul homme qu'elle venait de faire partir mardi matin. « C'est impossible », a-t-elle dit. Puis plus fort. « C'est incorrect. »« C'est légal », a dit Sébastien depuis la porte. Il était entré sans bruit. Mon avocat, mon allié silencieux. Entièrement légal, documenté depuis 2005. Vous pouvez vérifier tous les registres d'actionnaires. Vous pouvez vérifier avec les autorités de Lyon. Monsieur Laurent Garnier détient 40% de groupe Aurelius Conseil, ce qui signifie que votre licenciement de lui était complètement illégal et viole directement l'accord d'actionnaire fondateur. Isabelle a blêmi. Elle a regardé autour de la salle comme si les murs s'effondraient. En un sens, il l'était. Tout ce pouvoir qu'elle pensait avoir, tout ébranlé à nouveau, remplacé par un pouvoir plus ancien, plus profond, plus réel. « Je vais appeler nos avocats », a-t-elle dit faiblement. « Vous allez appeler nos avocats », ai-je corrigé calmement. « Parce que ces avocats travaillent pour la compagnie, et je suis la compagnie. Enfin, 40% de celle-ci. Cela signifie que je suis également votre patron. Bienvenue dans la réalité. » Jean-Pierre a hoché la tête. C'était mon signal. « Je propose, ai-je dit, ma voix claire dans la salle silencieuse, qu'Isabelle Marchand reste avec la compagnie dans un rôle significativement restructuré. Elle continuera en tant que directrice générale, mais sans autorité unilatérale de licenciement ou de recrutement sans approbation préalable du conseil d'administration. De plus, je propose que je prenne le poste de président du conseil d'administration pour assurer que les protocoles sont respectés à l'avenir. Les violations comme celle-ci ne devraient jamais se reproduire. » Jean-Pierre a soulevé sa main. « Michel » ai-je continué en le regardant directement. « Vous vous souvenez de 2014 » Michel a hoché la tête. Ses yeux étaient fixés sur moi. « Jean-Claude » J'ai regardé le président du conseil. « Vous vous souvenez de votre premier contrat avec Sanofi, qui vous l'a amené ?» Jean-Claude n'a pas dit rien. Il n'avait pas besoin. « Claire » La jeune conseillère avait les larmes aux yeux. Elle savait exactement ce que je faisais. Je lui rappelais tout ce que j'avais fait pour elle, tout ce que j'avais fait pour tous. « Patrick » ai-je dit à l'investisseur, « qui vous a présenté à cette compagnie ?» Patrick a fermé les yeux.
Puis il a levé sa main. Vote à main levée. 7 mains levées. Toutes les 7. Unanime. Isabelle s'est effondrée dans une chaise. Je la voyais calculer. Elle voyait les contrats étant vérifiés. Elle voyait sa carrière être démontée par des avocats. Elle voyait les autres PDG qu'elle connaissait, apprenant qu'elle avait été arrêtée par un homme silencieux qu'elle pensait pouvoir juste faire partir en 3 minutes. Motion adoptée à l'unanimité, ai-je dit tranquillement. Bienvenue dans le nouveau groupe Aurelius Conseil. Isabelle, vous resterez en tant que PDG nominal, mais le pouvoir réel est désormais distribué. Les 45 jours suivants furent instructifs. Isabelle a essayé. Oh, elle a essayé. Elle a proposé une réorganisation majeure, rejetée. Elle a suggéré de licencier 3 conseillers qui ne partageaient pas sa vision. Rejetée. Elle a proposé une nouvelle stratégie marketing. Rejetée. Elle a appelé son réseau à Paris pour voir si quelqu'un pouvait contester les statuts. Impossible. Je lui avais dit dès le premier jour, « Vos mains sont liées. Bienvenue à Lyon. » Le 7 mai 2026, exactement 14 jours après son entrée triomphale, Isabelle démissionna. Elle envoya un email au conseil, court, professionnel. Elle retourna à Paris. 2 jours plus tard, j'appris qu'elle avait accepté un poste dans une petite compagnie de conseil de banlieue. Elle avait perdu son titre, son réseau, sa certitude. Le plus important, elle avait perdu la seule chose qui rendait le jeu intéressant, la sensation de pouvoir. Je nommai un nouveau directeur général, Étienne Moreau, 43 ans. Je l'avais préparé pour exactement ce moment pendant les 3 dernières années. Étienne connaissait la compagnie. Il connaissait les clients. Il connaissait la différence entre le bruit et le pouvoir. Plus important encore, il savait exactement comment cette compagnie devait fonctionner. Je restais en tant que président du conseil, discret, présent, invisible à tous sauf à ceux qui comprenaient. 2 semaines plus tard, j'étais assis chez Paul, rue Mercière, dans le vieux Lyon, en train de manger une quenelle de brochet avec Sébastien. C'était notre déjeuner du mardi. Nous en avions des centaines au cours des années. Des centaines de mardis simplement à être 2 hommes qui comprenaient que la vie n'était pas une série d'événements dramatiques. C'était une série de choix, de moments silencieux, d'actions qui portent des fruits des années plus tard, quand quelqu'un que vous ne connaissiez pas essayait de vous virer après 19 ans. « Tu aurais dû voir son visage », a dit Sébastien. « Je l'ai vu », ai-je répondu. C'était la seule chose qui valait la peine de voir. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Les seules choses que vous pouviez entendre étaient le bruit sourd de la rue Mercière, le tintement des verres, la respiration régulière d'une ville qui continuait de tourner, inconsciente des petits drames qui se jouaient dans ses bureaux et ses salles de conseil. Le serveur nous apporta une bouteille de Côte du Rhône, la même année que celle de toujours. « Tu vas rester comme PDG » a demandé Sébastien. « Non, Étienne prendra le poste officiel. Moi, je serai le président du conseil. C'est plus puissant de cette façon. Personne ne peut contester un président du conseil. »« Discret » a dit Sébastien avec un sourire. « C'est la seule manière de rester au pouvoir » ai-je répondu. Personne ne peut vous enlever quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Personne ne peut vous virer si le pouvoir n'est pas visible. C'est la vraie leçon de tout cela. Pas le titre, pas le bureau, pas les 3 minutes de confrontation. C'est la patience, c'est la documentation, c'est la compréhension que le vrai pouvoir n'est jamais ce qu'on voit. Le crépuscule tombait sur le vieux Lyon. Les lumières s'allumaient dans la basilique de Fourvière sur la colline. Les toits en tuiles rouges devenaient noirs. Je pouvais voir les maisons des canuts, les tisserands qui avaient fait fonctionner cette ville pendant des siècles. Elles aussi avaient changé de main plusieurs fois, mais les bâtiments étaient restés. Je repensais à ces 19 ans, à cette première année où nous étions 5 personnes dans un petit bureau rue de 16, à la crise de 2012 où j'ai signé une garantie de 180 000 €, à chaque conversation avec chaque membre du conseil, à chaque document caché dans un tiroir à Brotteaux, à chaque moment où quelqu'un était arrivé avec un grand rêve et avait cru que le titre était le pouvoir. Dans le monde des affaires, c'est comme cela que cela fonctionne. Les gens vont et viennent. Les PDG arrivent avec de grands rêves et des costumes Hermès. Ils disent qu'ils vont transformer tout. Ils font des changements dramatiques. Ils publient sur LinkedIn comment ils réinventent l'industrie. Puis ils partent, vers une autre compagnie, vers un autre défi, vers une autre chance d'échouer. Mais les structures demeurent.
les hommes et les femmes qui les ont construites tranquillement, les personnes qui n'ont jamais parlé de transformation mais l'ont effectuée simplement, jour après jour, pendant des années. Ces gens restent. Parce qu'ils ne cherchaient jamais les projecteurs. Ils cherchaient juste la possibilité de rester. Je suis revenu à Groupe Aurelius Conseil le lundi matin suivant. J'ai marché jusqu'au bâtiment sur la place Bellecour. J'ai pris l'ascenseur. J'ai marché jusqu'au bureau que je n'avais jamais quitté vraiment. Un petit espace avec une vue sur la cathédrale Saint-Jean et au-delà, sur les pentes de Fourvière. Mon bureau. Le bureau que j'avais occupé pendant 19 ans. Mathieu, le jeune consultant que j'avais mentorné, était à l'extérieur. « Bienvenue, monsieur Garnier », a-t-il dit. « Merci, Mathieu. Comment allez-vous »« Je vais bien. Tout va bien maintenant, non ?»« Oui, Mathieu, tout va bien. » Je m'assis à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur. Les mêmes emails, les mêmes projets. Les mêmes clients qui avaient besoin de transformation et ne savaient pas par où commencer. Mais maintenant, j'étais le président du conseil d'administration d'une compagnie que je possédais à 40%. Et personne ne pourrait m'appeler Louis à nouveau. Personne ne pourrait faire entrer la sécurité sans raison légale. Personne ne pourrait oublier qu'avant qu'il y ait des grandes réformes et des costumes Hermès, il y avait un homme qui avait signé les lignes en pointillés. Un homme qui avait pris les risques personnels. Un homme qui avait attendu longtemps et patiemment pour que le moment arrive. Et quand le moment était arrivé, je n'avais même pas besoin de lever la voix. Tout ce que j'avais jamais appris sur le pouvoir réel, le pouvoir qui dure, c'était contenu dans cette simple vérité. Le silence avait suffi. Mon silence, ma patience, ma documentation, mes 19 ans passés à construire quelque chose que personne ne voyait, pendant que tout le monde regardait ailleurs. Isabelle Marchand avait fait une erreur. Mais son erreur n'était pas simplement de m'avoir licencié. Son erreur était de croire que le pouvoir était quelque chose que vous pouvez simplement prendre. Son erreur était de ne pas comprendre que le vrai pouvoir, le pouvoir qui dure pendant des décennies, n'est jamais visible. Il est caché dans les contrats. Il est caché dans les relations. Il est caché dans les tiroirs à Brotteaux. Il est caché dans les appels que vous pouvez passer à minuit. Il est caché dans les hommes et les femmes qui vous doivent quelque chose et ne vous oublieront jamais. C'est comme cela que vous survivez. C'est comme cela que vous prospérez. Et c'est comme cela que vous restez.